Eh, j'ai lu un truc, ça s'appelle « Le néolibéralisme va-t-il mourir et comment faire pour que ça aille plus vite ?» Et c'est écrit par Frédéric Amiel et Marie-Laure Guillain, publié aux éditions de l'Atelier en 2020. En 1999, c'est l'annulation du sommet de l'Organisation mondiale du commerce à Seattle, à cause des manifestations monstres qui ont lieu pendant la tenue du sommet et de la résistance farouche des pays du Sud opposés au projet néolibéral de l'OMC. Et du coup, ça a marqué le début de la fin pour la mondialisation ? Eh ben pas vraiment, parce que les craintes exprimées par les manifestants à Seattle sont un peu contrariées par la réalité de notre monde actuel. Petite citation. Dans tous les domaines, les craintes exprimées par les manifestants de Seattle se confirment. Les inégalités explosent, 26 personnes possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité, la biodiversité continue à s'éroder à un rythme effrayant, une espèce sur 8 est menacée d'extinction, dans l'atmosphère, la concentration est passée à 415 ppm alors qu'il faudrait être largement en dessous des 350, les organismes génétiquement modifiés ont définitivement envahi des continents entiers, laissant des agriculteurs et agricultrices à la merci des laboratoires, détenteurs de brevets et les condamnant à un usage irraisonné des pesticides. Les hommes continuent à posséder 50% de richesse en plus que ce que possède l'ensemble des femmes, les populations du monde entier sont soumises depuis 20 ans à un accaparement des terres sauvages provoqué par l'extinction non régulée de l'agriculture industrielle, et enfin partout dans le monde, des régimes libéraux continuent de sacrifier à la sacro-sainte liberté du commerce les structures sociales collectives qui permettent un usage raisonné des ressources et un accès équitable aux besoins de base. En France, même le gouvernement d'Emmanuel Macron met en place depuis 2017 une politique de salle des services publics et de mise en concurrence généralisée de toutes les composantes de la société que n'aurait pas renié une Margaret Thatcher ou un Ronald Reagan. Pouf. Eh ben la vache. Alors un petit mot sur les auteurs peut-être. Frédéric Amiel est diplômé de sociologie et d'anthropologie politique. Il a travaillé pendant 10 ans dans plusieurs ONG, notamment Greenpeace et Emmaüs, et depuis 2017, il travaille à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, où il mène des études qui montrent le lien entre les modèles économiques mondialisés et la perte de biodiversité. Quant à Marie-Laure Guillain, elle est avocate de formation et responsable du contentieux à Sherpa, où elle a développé le contentieux stratégique et mené les enquêtes, dirigé et ou supervisé les actions judiciaires, notamment contre Lafarge en Syrie, Auchan au Bangladesh, Vinci au Qatar, BNP Paribas au Rwanda, Bolloré au Cameroun, Samsung en Chine et Perenco en République démocratique du Congo. Ah ouais. Et elle a également joué un rôle important dans la rédaction de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Du coup, leur bouquin revient sur 20 ans de bataille entre la mondialisation et une autre forme de mondialisation. Il essaye de comprendre les mouvements et les stratégies des uns et des autres et d'évaluer la situation actuelle des grandes affaires juridiques. La bataille de Seattle. Petit retour en arrière pour comprendre ce qui s'est joué en 1999. En 1995, le GATT devient l'OMC et veut ainsi toucher aux règles sur les tarifs douaniers. Pourquoi faire ? Eh bien évidemment afin de créer les conditions de concurrence équitable entre les États producteurs. C'est ce qu'on appelle le consensus de Washington, défendu par le FMI, la Banque mondiale et l'OMC. Ouais, mais c'est plutôt bien qu'il y ait des règles sur les tarifs douaniers. En 1993, l'Union européenne est dotée de lois qui lui permettent d'avoir un tarif avantageux sur les bananes qui proviennent d'Afrique et des Antilles. Les anciennes colonies, quoi. Mais les États-Unis, qui possèdent des multinationales en Amérique centrale et qui, elles aussi, produisent des bananes, aimeraient bien pouvoir profiter du marché européen. Et donc elles poussent les États d'Amérique centrale à porter plainte auprès du GATT contre l'Union européenne. Supprimer les règles sur les tarifs douaniers, c'était ça l'enjeu de la transformation du GATT en OMC. Et tout l'enjeu du sommet de l'OMC à Seattle, c'est de s'attaquer aux barrières non tarifaires. Les quoi ? Les normes sécuritaires, les normes sanitaires, les normes environnementales et les restrictions sur les OGM. L'hôtel du libre-échange. En 1956, on est en pleine période de décolonisation. Le président égyptien de l'époque, Nasser, décide de privatiser la compagnie du canal de Suez. Il exproprie purement et simplement les investisseurs étrangers et prive du coup la France et le Royaume-Uni de leur influence sur la zone. C'est l'escalade du conflit, l'ONU finit par virer tout le monde et installer les casques bleus. Et c'est justement pour éviter ça que sont créés les accords de libre-échange. C'est pour permettre de limiter la capacité de régulation des États. Et en 2020, il est recensé plus de 3200 accords de libre-échange. Et du coup, ça veut dire que c'est fini ? Il n'y a plus du tout de possibilité de réguler les entreprises au niveau international ? Eh ben si, en 1974, l'AG des Nations Unies adopte un programme d'action pour l'instauration d'un nouvel ordre économique international. Ah ouais, parce que là, j'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas bien ça. Bah si, c'était plutôt bien. Mais finalement, ça a été abandonné dans les années 90, faute d'un accord sur la portée juridique d'un tel programme.
Et puis en 1992, c'est le sommet de la Terre à Rio, et là on décide de purement et simplement abandonner le contrôle et la régulation des entreprises, et au contraire de plutôt faciliter le déploiement des activités des entreprises. Non mais c'est pas vrai, mais pourquoi? Eh bien afin d'améliorer leur contribution au bien-être général. C'est la naissance de la responsabilité sociétale des entreprises. Ah mais du coup, les États peuvent pas avoir des lois pour empêcher au moins dans leur pays que ça fasse n'importe quoi? Si par exemple les États-Unis avaient une loi qui obligeait les pays exportateurs de crevettes vers les États-Unis à se soumettre à un agrément pour le respect d'une mesure de protection des tortues marines. Ah bah voilà, ouais, des trucs comme ça. Mais en 1998, un jury d'arbitrage estime que de telles dispositions peuvent par nature mettre en péril le système multilatéral de commerce. Alors forcément, les États-Unis ont fait appel, et on leur a répondu que sur le fond, c'est bien de vouloir protéger l'environnement, mais que sur la forme, c'est arbitraire et inéquitable puisque tous les pays ne peuvent pas avoir accès à ce marché. Eh bah voilà. Et du coup, comment tu fais si tu veux avoir des produits de qualité, des trucs qui sont pas bourrés de je ne sais quel produit chimique ou créés par des gens qu'on exploite à l'autre bout de la planète, Il n'y a pas de régulation internationale, les États peuvent pas faire appliquer leur loi. Du coup, quoi? On se fie au label? À part la certification biologique qui a un statut semi-public aux USA et public en Europe, plus ou moins, non, les labels, ce sont des entreprises privées qui certifient des entreprises privées selon des normes d'entreprises privées. Oh non, mais sérieux, c'est déprimant ton bouquin, là. Du coup, c'est fini, on peut pas lutter, quoi. Néolibéralisme winner, et nous, on a perdu. Les contre-feux! On l'a vu auparavant, le projet néolibéral s'est atomisé, ce qui a obligé ses opposants à s'engager sur plusieurs fronts. C'est le fameux diviser pour mieux régner. Dans le chapitre qui vient, le livre s'intéresse donc à 4 stratégies. Les campagnes d'image contre les entreprises et les multinationales. En 2010, Greenpeace lance une vidéo parodique pour dénoncer les méfaits de l'usage de l'huile de palme dans les produits Nestlé. Du coup, Nestlé contre-attaque, décide de faire appel à la voie judiciaire, et du coup, ce qui se passe, c'est l'effet Streisand. La lumière est mise sur le fait que Nestlé essaye d'intenter à la liberté de s'exprimer. Tollé pour Nestlé, victoire pour Greenpeace. Ah, ça c'est bien joué. Oui, sauf qu'on n'est plus en 2010, et maintenant, la plupart des multinationales et des grandes entreprises ont un département spécialisé dans la gestion de ce genre de rapport. 2. Les campagnes du mouvement climat concentrées sur les actions gouvernementales. En 1997, c'est le protocole de Kyoto qui signe un accord qui va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la planète, et tout ceci avec un caractère contraignant. Ah bah quand même. Et en 2019, c'est la conférence de Copenhague qui doit justement être dans la prolongation de cet accord de Kyoto. Malheureusement, le caractère contraignant finit par être abandonné, et maintenant ce qu'on attend, c'est un comportement volontaire de la part des entreprises. Les alternatives locales. La France est dotée d'un des droits du travail les plus protecteurs qui soient sur l'ensemble de la planète. Cocorico. Bah oui. Et malheureusement, c'est ce qui la rend moins compétitive sur le marché mondialisé. Ce qui entraîne mécaniquement des délocalisations, qui vont entraîner du chômage et de la désindustrialisation, ce qui va servir de prétexte pour grignoter ce droit du travail protecteur. Ouais, donc sur les solutions, là, y a rien qui marche. Eh ben si. Eh ben quoi, dis-nous. Le contentieux juridique. Ah bah c'est clair que c'est moins médiatique et un peu plus austère, mais selon les auteurs du livre, c'est ce qui possède le plus gros potentiel de transformation de notre société. Dans la suite du livre, les auteurs vont donc étudier ces initiatives et leurs limites actuelles afin de trouver les objectifs de transformation souhaitables. Des lois contre l'impunité. Oui, bah du coup, faut passer par la loi pour obliger les multinationales à respecter leur engagement responsabilité sociétale des entreprises. Ça a déjà été fait, mais ça présente quelques petits problèmes. Intéressons-nous à Socapalm, une filiale de Socfin, détenue à 40% par Bolloré. C'est l'exploitant numéro 1 de l'huile de palme au Cameroun. Des ONG locales ont porté plainte contre cette entreprise. Pour quelle raison? Non-respect des clauses signées en 2000, pollution des rivières, des sols, de l'air, accaparement des terres et violence grave. Quel genre de violence grave? Des meurtres. Ah ouais, quand même. C'est pas des enfants de cœur, les mecs, quoi. C'est le PCN qui reçoit la plainte et qui rédige un rapport dans lequel il prévoit un plan d'action auquel Bolloré devra se tenir. Rénover les logements, prévenir les accidents, limiter la sous-traitance, améliorer les équipements. Et devinez quoi? Bolloré accepte! Oh! Puis se retire de ses engagements et le plan d'action ne sera jamais appliqué.
De toute façon, les multinationales ne sont pas des sujets de droit international. Face à la Cour pénale internationale, seuls les États ou les personnes dirigeantes peuvent être jugés responsables. Oh bah non! C'est qu'il faut ruser. En 2010, l'Union européenne se dote du RBUE, la réglementation sur le bois de l'Union européenne. C'est un règlement qui reconnaît la responsabilité sociétale des entreprises, et qui donc oblige les entreprises qui veulent mettre du bois ou des dérivés du bois sur le marché à l'obligation de prouver que le bois a une provenance légale. Ça oblige les entreprises à faire les démarches pour apporter la preuve de la légalité du bois, et de l'autre côté, ça oblige les États producteurs à mettre les règles de leur pays aux normes afin de pouvoir accéder au marché européen du bois. Autre exemple dans le même genre, en 2013, c'est le drame du Rana Plaza, un immeuble de 8 étages qui s'effondre sur 3000 personnes en Inde. Alors que la veille, des experts étaient passés pour constater les fissures et avaient ordonné l'évacuation immédiate du bâtiment. La catastrophe fait 1138 morts, essentiellement des femmes, qui travaillaient donc comme employés textiles dans cet immeuble, et des enfants, leurs enfants, qui se trouvaient dans la crèche au rez-de-chaussée de cet immeuble. Dominique Potier rédige alors une proposition de loi pour obliger les multinationales à avoir un devoir de vigilance sur leurs filiales et leurs sous-traitants. Malheureusement, cette proposition possède un opposant farouche, le ministre de l'économie de l'époque. Mais ce drame a fait figure d'exemple. Avec également le cas Samsung pour le travail d'enfants en Chine, le cas Lafarge pour le financement de terrorisme, Vinci pour travail forcé de migrants, et c'est notamment cela qui a permis l'adoption de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre en février 2017. Et genre, y a aucun partisan du néolibéralisme qui a essayé de s'interposer à ça. Ah bah si, forcément, hein, des lobbies ont essayé de faire reconnaître que la loi n'était pas conforme à la Constitution parce qu'elle limitait la liberté d'entreprendre. Oui, bah je me disais aussi... Mais finalement, le Conseil constitutionnel a quand même validé la loi, sauf en ce qui concerne l'amende au civil en cas de manquement au devoir de vigilance. Bah ouais, mais tu vois, s'il faut passer à chaque fois par des endroits détournés pour pouvoir arriver à nos fins, on n'a pas fini, quoi. Bah oui, mais ces actions ont quand même permis d'instaurer le devoir de vigilance en droit pénal. Maintenant, ce qu'il faut, c'est des sanctions. Ah ouais? De quel genre? Dissolution de l'entreprise, exclusion des marchés publics. Ouais, de toute façon, s'il n'y a pas de sanctions, c'est complètement inutile. Bah, pas forcément, parce que la médiatisation de ces actions a quand même un impact sur les pratiques. De plus en plus d'investisseurs aujourd'hui veulent un investissement qui soit socialement responsable. Il faut donc continuer les actions en attendant un renforcement législatif. Ah ouais? Et comment on fait pour adapter la loi et renforcer le système judiciaire? Des moyens au service de la justice. Déjà, il faut des juges spécialisés dans les affaires internationales. Au civil, ça veut dire qu'il faut savoir manier le droit international privé, et au pénal, qu'il faut connaître les rouages de la coopération à l'étranger et le fonctionnement des commissions rogatoires internationales. Il faut également des juges indépendants. Bah, ils sont pas indépendants, les juges. Dans un dossier d'envergure internationale, l'enquêteur a décidé de ne pas faire de perquisition dans les bureaux de la multinationale afin d'éviter une baisse de la valeur de celle-ci en cas de médiatisation de l'affaire. Du coup, c'est vrai qu'il peut arriver une forme d'autocensure, que ce soit dans un but de promotion ou pour éviter des sanctions directes voire indirectes. Non mais attends, c'est vachement vague et puis tu cites personne, là. Petit exemple. Dans le dossier Vinci, l'affaire avait d'abord été classée sans suite par le ministère public. Ah bon? Bah pourquoi? Eh bien, notamment grâce aux allégations de l'entreprise qui affirmait qu'elle avait amélioré ses pratiques. Super, c'est pas le genre de parquet que j'ai envie de voir gérer des affaires de viol, moi. Hein. T'imagines l'histoire? Ah bah, je vous jure, monsieur, je recommencerai plus jamais, hein. Bon, d'accord, très bien, vous m'avez l'air honnête. On annule les poursuites. Super. Ensuite, il y a besoin de reconnaître la compétence du juge du pays où se trouve la société mère. Bah, et les juges des pays dans lesquels se font les infractions, c'est pas suffisant? Eh bien déjà, la société mère est le bénéficiaire final des infractions commises à l'étranger. Et de plus, les victimes ont que très peu d'accès à la justice dans les pays où sont commises la plupart des infractions. Ensuite, il y a besoin d'appliquer des peines dissuasives, comme la dissolution, l'exclusion des marchés publics, ou encore des amendes à hauteur du chiffre d'affaires de ces entreprises. Attends, c'est ouf! Avec le nombre de dossiers que les multinationales ont aux fesses, c'est jamais arrivé nulle part qu'il y ait ce genre de peine. Alors, on n'a pas encore d'exemple en France, mais Chevron Texaco avait été condamné à verser 9,5 milliards de dollars pour avoir déversé des milliers de barils de pétrole dans l'Amazone. Ah bah quand même, c'est bien ça. Au moment des faits, l'entreprise Chevron Texaco avait un chiffre d'affaires de 160 milliards de dollars. Oui bah voilà déjà. Et en plus de ça, Chevron Texaco n'a jamais payé l'amende. De plus, une plainte a été portée contre l'Équateur qui a été condamné par la Cour d'arbitrage permanente de La Haye à ne pas appliquer cette amende.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une grande partie de la société civile demande l'abolition de ces mécanismes d'arbitrage. Autre point, renforcer l'accès à la justice des victimes et empêcher les poursuites bâillons. Et c'est quoi les poursuites bâillons? Eh bien, ce sont les plaintes que les multinationales vont porter contre ceux qui les attaquent. Par exemple, Bolloré a porté plainte pour diffamation contre Sherpa, React, Mediapart, l'Obs, Le Point, mais également pour dénigrement contre France 2 à hauteur de 50 millions d'euros. Dans le même ordre d'idées, Vinci a attaqué Sherpa et réclame 600 000 euros. Elle a également attaqué sa directrice de l'époque, Laetitia Libert, et Marie-Laure Guillain, responsable du contentieux à Sherpa et autrice de ce livre. Quoi, non mais attends, ils ont le droit de faire ça? Par exemple, en Australie, au Québec et dans certains États des États-Unis, il y a des lois anti-poursuite bâillons. Ah ok, cool. Et en France alors? À l'inverse, en France, on a plutôt adopté des lois qui renforcent le secret des affaires. Ah bah super. Et quand en plus tu sais que ça coûte une blinde, une procédure. Bah oui, et c'est extrêmement plus dans les dossiers d'envergure internationale. Entre les frais de traduction, les frais d'huissier, les frais d'enquête, le transport, le logement, des plaignants, des témoins, les études épidémiologiques et les études de pollution environnementale qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Oh bah non, bah forcément, ça fait un rapport de force complètement défavorable. Bah oui, et en plus, au civil, en France, on ne peut pas obliger une multinationale à fournir des documents. Ah mais attends, si les juges envoient un huissier, ils sont bien obligés d'accepter les mecs. Dans l'affaire Sherpa contre Perenco, une juge courageuse a ordonné une mesure d'instruction dans les locaux du siège de Perenco à Paris. L'huissier est arrivé, les dirigeants ont déclaré que cette décision de justice était illégale et l'huissier n'a jamais eu accès aux documents. Eh bah c'est super, avec tout ça, c'est pas du tout la fin du néolibéralisme. Non, effectivement, on serait plutôt sur une combinaison de management économique néolibéral et des formes autoritaires d'État. Bon le néolibéralisme va-t-il mourir? Doucement, doucement apparemment. Et comment faire pour que ça aille plus vite? Du coup? Eh bien, selon les auteurs, ça passe par l'émergence d'un droit contraignant, collectivement consenti et qui tire sa légitimité d'une construction politique et non pas d'un rapport de force économique. Et voilà, c'était J'ai lu un truc. Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts. Les procès? Tous les gens qui fabriquaient des produits nocifs contre la santé des humains, des animaux et des plantes ont été jugés coupables de génocide et de crimes contre la planète.